Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Je suis Antoine Blanchard. Je serai votre hôte ce soir. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Alors répondez dans le chat si tout fonctionne. Ça fonctionne. C'est mieux. C'est mieux avec du son. Super, super. Eh ben, on va pouvoir démarrer. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Comme vous le voyez, je me suis mis sur mon 31 en ce 31 mai. Et donc, voilà, vous n'êtes pas là par hasard. Nous sommes en direct sur la chaîne Twitch du Café des Sciences pour une soirée organisée avec l'association Trace, qui est une association qui transforme la culture scientifique en outil pour la participation citoyenne et le lien social. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve ce soir? Donc ce soir, nous fêtons les 10 ans du manifeste Révolutions, qui est donc sorti en 2010. Et donc on fête cet anniversaire avec pas moins de 10 intervenants. C'est un sacré programme, je vous le dis, et c'est même un programme exceptionnel. Alors si on revient un petit peu en arrière, 2010, c'était l'année de la médaille Fields de Cédric Villani. Et oui, c'était aussi celle du Grand Prix de l'INSERM attribué à Didier Raoult. Et oui aussi. Alors en 2010, il n'y avait pas Twitch, ça s'appelait encore Justin TV. En 2010, le Café des Sciences avait 22 membres, alors c'est 10 fois moins qu'aujourd'hui, 22 membres. Et puis, bien, du côté de Trace, dans l'association Trace, on réfléchissait au manifeste Révolutions. Alors, qu'est-ce que le manifeste Révolutions? Pour comprendre ce manifeste et donc comprendre ce qui nous a conduit à organiser cet événement, je passe tout de suite la parole à mon acolyte Richard Emmanuel-Istès, qui est le cofondateur et l'ancien président de Trace. À toi. Eh bien, merci Antoine. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais commencer par vous souhaiter, comme on dit dans mon pays d'adoption, la plus cordiale bienvenue. C'est une expression qui me fait toujours rire. C'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir cette soirée, organisée par le groupe Trace, comme l'a dit Antoine. Groupe Trace que j'ai quitté il y a déjà 7 ans pour m'établir en Suisse, mais dont évidemment j'ai continué à suivre de très près les activités. Alors, c'est vraiment une grande satisfaction que de le voir continuer à se développer, à explorer de nouveaux champs. Et tout ça grâce à un CA qui a été complètement renouvelé depuis, grâce à Mathéo qui le dirige avec toujours autant de brio, et surtout grâce à une équipe dont je connais plus vraiment la moitié des membres, mais qui me semble toujours aussi motivée et active. Alors oui, désolé, c'est effectivement à moi que revient l'honneur de faire le discours du vieux crouton, qu'on fait semblant d'écouter par politesse et en attendant que ça démarre vraiment. Mais pour ceux et celles qui écoutent quand même, j'aimerais dire que c'est vrai que ces discours d'ouverture sont un peu pénibles, mais ils ont au moins un mérite, qui est celui de resituer le moment dans une problématique plus générale ou dans une trajectoire historique. Sans ces discours, on parlerait tout aussi bien, et même plus tôt, mais en sachant peut-être moins pourquoi, et surtout en sachant moins d'où on vient et où on va. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais cette dissertation sur les discours d'ouverture. En fait, c'est parce que c'est également le rôle que nous avons voulu donner au manifeste Révolutions. Un manifeste que nous avons fait renaître de ses cendres le temps d'une soirée événement, comme l'a dit Antoine, 10 ans après sa publication. Alors, n'y voyez ni un sursaut de nostalgie sénilisante, ni la peur que la jeune génération ne relègue aux oubliettes les si brillantes réflexions de la génération qui l'a précédée. Je vous propose plutôt d'y voir une sorte de prétexte pour réfléchir à qui nous sommes et ce que nous faisons, nous, communauté de médiatrices et médiateurs scientifiques, depuis 20 ans et peut-être en prévision des 20 années à venir. Bon, en réalité, je vais quand même pas vous mentir, ça fait drôlement plaisir de ressortir ce texte et de savoir qu'il est relu par des gens qui étaient peut-être encore au lycée lorsque nous l'avons écrit. Et puis, c'était aussi une bonne occasion de revoir les copains. Donc, merci à Antoine et Bastien qui m'ont aidé à préparer cette soirée. Enfin, c'est surtout Antoine, je dois dire, qui l'a préparé avec l'équipe de Trace. Et puis, merci au Café des Sciences, bien entendu, de nous accueillir. Alors, pour revenir à ce prétexte que constitue le manifeste Révolutions ce soir, je vois plus particulièrement 3 types de réflexions que sa relecture pourrait susciter dans la suite des échanges. Premièrement, qu'est-ce qui reste d'actualité dans ce texte? Deuxièmement, qu'est-ce qui est devenu des évidences? Et troisièmement, qu'est-ce qui manque? Bon, il y avait peut-être déjà des choses qui étaient des évidences à l'époque et il y avait sûrement des choses qui manquaient, mais ça ne nous empêche pas de nous demander, de nous poser ces questions au jour d'aujourd'hui. Et puis surtout, est-ce que les choses ont tant changé que ça depuis 10 ans? Je vais m'attarder un peu sur ce point avant de revenir au manifeste proprement dit. Je dois vous avouer que ça m'a fait un peu bizarre de lire dans le texte d'annonce de la soirée qu'on allait parler des idées d'hier en se demandant comment elles avaient vieilli. Alors à 50 ans ou presque, 10 ans ça semble apparemment moins loin que quand on en a 25 ou 30.
Mais en même temps, quand j'observe le paysage de la CST aujourd'hui, je dois bien admettre qu'il ne ressemble plus à beaucoup d'égards à celui dans lequel s'inscrivait notre manifeste. En fait, cette période me semble à la fois très proche et très lointaine. Très proche parce que beaucoup des problématiques auxquelles ce manifeste tentait de répondre sont encore très très vives. Et ne serait-ce que la bibliographie sur laquelle elle s'appuie n'est pas du tout obsolète, même si évidemment il s'est écrit beaucoup d'autres choses depuis. Très lointaine aussi parce qu'il y a 10 ans, David Loapre lançait un blog qui portait le nom de Science Étonnante sans savoir qu'il allait devenir une chaîne YouTube 5 ans plus tard. Twitter ne savait pas ce que c'était qu'une controverse sociotechnique. La centrale de Fukushima était encore intacte et Georges Charpak était encore en vie. On n'utilisait pas de langage épicène. D'ailleurs, ça se voit quand on lit le manifeste. Et les zététiciens avaient plus peur des homéopathes que des complotistes. Ce qui a changé depuis, en particulier, c'est que la dimension sociétale et même sociale, je dirais, de la médiation scientifique ne me semble plus faire débat. J'aime faire remarquer que la médiation scientifique s'adapte presque chaque année aux crises sociétales depuis plus de 20 ans. Au moment de la signature du traité de Lisbonne, on parlait de crise des vocations et on a lancé des actions de lutte contre la désaffection pour les études scientifiques. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, on a commencé à parler beaucoup plus d'inclusion sociale. L'élection de Trump a déclenché un émoi autour de l'esprit critique et qui se propage maintenant, mais la crise sanitaire nous invite en tant que médiation scientifique à préparer le monde d'après. Et il y aurait encore beaucoup d'exemples comme ça qui montrent comment l'actualité a su influencer la médiation scientifique, a su influencer les financements vers la médiation scientifique qui eux-mêmes ont influencé la médiation. Deuxième chose qui a changé depuis 10 ans, c'est que la médiation scientifique est vraiment devenue un métier, voire même une profession véritable à laquelle mènent désormais des formations supérieures, des masters, des diplômes universitaires. Et je dois dire qu'il est très très loin le temps de mon séminaire à l'ENS sur la médiation scientifique, où je voyais arriver des gens du tout Paris, muséologues, journalistes, scientifiques, enseignants, pas parce que mon séminaire était particulièrement bon probablement, mais parce qu'il n'existait pas grand-chose d'autre dans ce domaine où on pouvait aller comme ça discuter de médiation. Ce qui a changé, et c'est peut-être aussi un signe de maturité pour la médiation scientifique, c'est que alors qu'elle bousculait les pratiques de vulgarisation, elle semble à son tour être bousculée par de nouvelles pratiques, de nouvelles approches, notamment, je pense par exemple aux sciences participatives. Et comme la vulgarisation scientifique, la médiation essaye de les investir pour s'en enrichir. Et puis surtout, bien évidemment, et le fait qu'on soit là ensemble sur Twitch en atteste, de nouvelles pratiques sont nées avec le phénomène des chaînes YouTube, des médias sociaux, et puis tous ces éléments, tous ces outils comme Twitch, TikTok, etc., qui semblent naître chaque année d'un chapeau et qui vont jusqu'à concurrencer les structures institutionnelles. D'ailleurs, je me souviens avec amusement du fait qu'à l'époque de la rédaction du manifeste, Nicolas Loubet travaillait avec nous. C'était un peu avant qu'il fonde NoTech. Et lui, il était convaincu que la médiation scientifique sur le web, ça allait exploser. Enfin, je dois dire qu'il avait effectivement bien raison. Bon, ça, c'est pour le côté positif de ce qui a changé. Côté négatif, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment réussi à endiguer l'accroissement des inégalités face à la CST et qu'il y a toujours autant de publics éloignés de la science et de la culture. On n'a pas réussi à éviter la polarisation de la société entre des élites intellectuelles qui ont pour village le monde entier et une proportion croissante de la population qui se sent opprimée par ces mêmes élites et qui n'arrive plus à payer l'essence nécessaire à ses trajets quotidiens. Et on n'a pas même réussi, je crois, à éviter une polarisation jusqu'au sein de la communauté scientifique. L'affaire Sokal et les guéguerres entre rationalistes et relativistes, qui étaient déjà assez violentes, ressemblent parfois presque à du cinéma à l'eau de rose, à côté des attaques des I contre des foucards ou des climato-sceptiques contre les climatologues. Et je me dis que c'est peut-être ça la prochaine crise à laquelle la médiation scientifique va devoir s'attaquer, une crise interne à la science, dont la tribune No Fake Science apparaît comme le dernier avatar et dont l'origine remonte sûrement au temps du manifeste, d'ailleurs qui en était même à l'origine. L'idée à la lecture d'un texte rédigé, l'idée est née à la lecture d'un texte rédigé par le président des Amis du Palais de la Découverte,
C'était un texte qui pourfendait une fois de plus les pseudosciences, l'irrationalité de la société, la défiance envers la science, la montée des obscurantismes. Au lieu de voir dans l'opposition aux OGM, au nucléaire, aux nanotechnologies, l'expression de saines et légitimes préoccupations face à un monde que la science contribuait à façonner, évidemment. Alors, c'est l'époque où le groupe Trace est en train de se constituer, à partir de jeunes gens qui étaient intéressés par les sciences sociales et qui s'étaient pour beaucoup retrouvés à suivre mon séminaire à l'ENS, à s'associer aux activités des atomes crochus et qui avaient des activités intellectuelles et de médiation scientifique et de pratique scientifique par ailleurs. Des profils très diversifiés. Alors voilà, certains sont là ce soir, hein, en particulier Antoine, Bastien, qui sont venus avec leurs réflexions, leurs apprentissages en cours, ce qu'ils apprenaient dans leur master de sciences sociales, et qui ont permis au groupe de s'appuyer sur une littérature qui était, je crois, connue bien sûr, mais peu lue dans le milieu de la vulgarisation scientifique, pour sortir un peu la tête du guidon et réfléchir à ce que nous faisions vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que Trace est né, hein, c'était pour réfléchir aux activités des atomes crochus que j'avais créé quelques années auparavant. À l'époque, donc, ce manifeste se voulait le reflet de nos réflexions, mais également un pavé dans la mare. Pour l'écrire, on s'est réunis des dizaines d'heures dans une pièce sans fenêtre dans le 20e arrondissement de Paris, et on a rassemblé des dizaines d'idées avant de les assembler et de les réduire à quelques propositions. Il y avait tellement d'idées que ça nous a conduit à publier un ouvrage en parallèle, Les scientifiques joutilodés, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, pour voir s'il a vieilli lui aussi. Ce qui est intéressant dans ce manifeste, ce n'est pas le souvenir qui en reste, mais ce qu'il a engendré. Il y a peu d'activités que je mène encore dans le domaine de la médiation scientifique qui ne sont pas influencées par ces réflexions. Et évidemment, je l'ai relu moi aussi quelques jours avant cet événement. Et j'ai même retrouvé une phrase que j'ai prononcée telle quelle dans le cadre d'un projet de médiation, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, ma chaîne YouTube Savoir en Société, mes formations dans des musées nationaux en Suisse, la moulinette.ch, qui est un outil de réflexivité pour la médiation scientifique, sont totalement imprégnés de ces idées. Alors ça ne veut pas dire que nous avions tout compris, tout vu, et évidemment on continue à apprendre chaque jour, à évoluer avec la médiation scientifique elle-même, mais ça nous a construit, à nous tous je crois, groupe Trace, si je peux me permettre de parler au nom du groupe, une réflexion et une base de réflexion et une réflexivité extrêmement forte, en tout cas pour ce qui me concerne. Voilà, alors reste que tout comme l'auteur du discours d'ouverture que vous venez de vous coltiner, mais qui se termine ici, ce manifeste a sûrement malgré tout vieilli. Je me réjouis de savoir comment, d'entendre nos intervenantes et nos intervenants, de lire vos questions et réactions dans le chat. J'en profite pour vous remercier toutes et tous pour votre présence en tant qu'intervenant, intervenante, intervieweur, intervieweuse, spectatrice et spectateur. Et je vous souhaite une excellente soirée.